Ce matin, nous avons choisi de consacrer nos échanges à un sujet qui est au cœur de la compétence de notre commission en matière d'aménagement du territoire, le commerce de proximité en milieu rural. Il y a 4 ans, nous avions adopté à l'unanimité avec nos collègues de la commission des affaires économiques un rapport d'information qui formulait de nombreuses propositions afin de favoriser le maintien du commerce de proximité en milieu rural et de soutenir son développement. Comme l'avaient démontré nos rapporteurs de l'époque, Bruno Belin pour notre commission et Serge Babary pour la commission des affaires économiques, il n'y a que des avantages à préserver et développer le commerce de proximité en zone rurale. Cela permet à la fois de renforcer le lien social et de préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens qui utilisent leur voiture pour accéder à des services de la vie courante, tout en maîtrisant l'empreinte carbone liée à ces déplacements. 4 ans après notre mission conjointe, il nous a paru bienvenu de dresser un nouveau tour d'horizon des tendances à l'œuvre, de dresser un premier bilan des actions nationales et locales entreprises, mais aussi d'envisager les nouvelles perspectives et les nouveaux leviers qui s'offrent aux acteurs dans les territoires ruraux. Nous avons ce matin convié 3 interlocuteurs afin qu'ils puissent éclairer notre commission sur ces points de manière précise et de manière complémentaire. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Madame Céline Massal, professeure agrégée de géographie, autrice de travaux de recherche sur le commerce de proximité en milieu rural au sein du laboratoire d'études rurales de l'Université Lumière Lyon 2. Monsieur Louis Pautrel, maire du Ferré et vice-président chargé du commerce au sein de l'Association des maires ruraux de France. Et monsieur Frédéric Gibert, responsable du plan commerce de la Banque des territoires. Sans plus tarder, et pour ne pas être trop long, je cède la parole à notre collègue Louis-Jean de Nicolaï, rapporteur pour avis sur les crédits dédiés à la cohésion des territoires. Et j'en profite pour le remercier, car c'est à son initiative que nous organisons cette table ronde de ce matin. Merci, monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Je vous renouvelle mes excuses, mais on m'avait marqué salle Clémenceau parce que c'est quelquefois là où on se réunit. Donc, j'y suis allé directement et je me suis dit, c'est curieux, j'ai dû me tromper d'heure. Enfin, bref, oui, je suis tout seul, mais enfin voilà. Bien, monsieur le président, mes chers collègues, je remercie nos 3 intervenants d'avoir répondu favorablement à notre invitation sur ce sujet qui est d'importance vitale pour nos territoires ruraux. Comme souvent en matière d'aménagement du territoire, nous sommes face à un paradoxe. D'un côté, le nombre global de commerces en France n'a cessé d'augmenter depuis 20 ans en termes de surface, de nombre de magasins et de salariés. De l'autre, leur répartition territoriale s'est continuellement déséquilibrée au détriment des zones rurales. J'ai souhaité que nous puissions bénéficier de cet échange dans la foulée des 6 déplacements que nous avons effectués ces derniers mois au sein de petites centralités en milieu rural avec ma collègue Nicole Bonnefoy dans le cadre de notre contrôle de proximité portant sur un programme national Petites Villes de demain, plus communément appelé PVD. Il est en effet ressorti des nombreux témoignages que nous avons recueillis toute l'importance que revêt le commerce de proximité dans la reconquête de nos centres-bourgs en milieu rural, d'un point de vue socio-économique bien sûr, mais également du point de vue de la sociabilité et des représentations. Le commerce de proximité demeure au XXIe siècle un symbole fort de dynamisme et de lien social, et ce, tout particulièrement dans les territoires ruraux. J'ai toujours l'habitude de dire que 4 investissements pour les communes rurales sont indispensables: la salle polyvalente, l'école, la mairie évidemment, et le commerce rural. J'insiste tout particulièrement sur ce dernier point et sur les spécificités de cette question au sein des territoires ruraux. Le soutien au commerce de proximité en général constitue en effet une question vaste et urgente et qui a fait l'objet cet automne d'un rapport conjoint auquel a notamment pris part M. Antoine Saint-Oyen, président de la Banque des territoires. Toutefois, en milieu rural, les dynamiques à l'œuvre et les leviers à mobiliser constituent une véritable problématique au sein de la problématique. Le contexte institutionnel et économique fait que, dans les territoires ruraux, c'est l'élu local qui est en toute première ligne sur ce sujet. Nous souhaiterions ainsi entendre nos 3 intervenants sur cette dimension spécifique et proprement rurale du commerce de proximité pour les centres-bourgs. Et donc, comme l'a annoncé Monsieur le Président, Madame Massal, vous avez consacré à la question du commerce de proximité en milieu rural des travaux de recherche
au sein du laboratoire d'études rurales de l'Université Lumière Lyon 2. À ce titre, nous souhaiterions bénéficier de votre regard de chercheuse, mais aussi de votre retour de terrain, car votre étude s'appuie sur de nombreux témoignages recueillis sur les territoires de la Bresse. Et à votre sens, peut-on parler de disparition du commerce rural de proximité ou bien s'agit-il plutôt d'une mutation? Par ailleurs, quels sont, selon votre perspective, les enjeux prioritaires qui doivent être abordés par les pouvoirs publics dans ce domaine? Je vous cède la parole, avec l'autorisation du président. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le maire, je vous remercie beaucoup pour cette invitation qui me permet donc effectivement de vous présenter une recherche que j'avais menée au sein du laboratoire d'études rurales, mais aussi en partenariat avec l'École normale supérieure de Lyon, sous la direction de Claire Delphos et Julie Le Gall, qui portait précisément sur ce joli thème du commerce de proximité en milieu rural. Donc, dans le territoire de la Bresse, effectivement, la question était celle de la réalité de la disparition des commerces de proximité en milieu rural et de leur éventuelle mutation. Donc, je me demandais quelle dynamique et quelle forme pouvait-on aujourd'hui définir à ce commerce de proximité. Il s'agissait dans un premier temps de constater la disparition des anciens commerces de proximité. Je serai très brève sur ce premier point, puisque tout le monde dans la salle imagine tout à fait la fermeture de ces anciens commerces. Cette fermeture, on sait la dater. Elle date des années 80, elle date des années 90. On sait aussi la quantifier. Ce sont environ un tiers des commerces, notamment des commerces alimentaires, les boulangeries, les boucheries, les épiceries, les primeurs, qui ont disparu du milieu rural. Pour la Bresse, par exemple, on observait très bien statistiquement que les communes les plus rurales perdaient souvent leur dernier commerce alimentaire dans la décennie 90, alors même que la ville de Bourg-en-Bresse en gagnait de nombreux, comme l'a très bien expliqué monsieur le rapporteur tout à l'heure. À l'échelle de la France, en 2021, selon l'INSEE, ce sont plus de 20 000 communes qui ne disposent d'aucun commerce alimentaire. Ça représente 62% des communes françaises, alors même que les communes privées de commerce alimentaire représentaient 25% des communes en 1980. Ces fermetures, elles ont d'abord des conséquences directes sur les paysages. Ce sont toutes ces devantures d'anciens commerces que l'on peut observer le long des routes dans les différents villages français et qui donnent parfois peut-être aux habitants ce sentiment d'abandon. Toutefois, on observe une concentration de l'offre marchande. En réalité, ces commerces, ce ne sont pas tant qu'ils ont disparu, c'est surtout qu'ils se sont agglomérés. Donc plutôt que d'affirmer que les commerces de proximité ont disparu, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt dire qu'ils ont muté? Et c'est dans ce sens qu'on peut interroger une mutation, dans un second temps, de la proximité commerciale. Puisque les grandes enseignes sont parties à la conquête du milieu rural dès les années 80, sous deux formes, à travers d'une part des supermarchés et des hypermarchés, mais aussi à travers des petits commerces franchisés. À titre d'exemple, sur la commune de Beaupont, qui comptait seulement 600 habitants en 2018, une supérette a ouvert sous la franchise Proxi en 2011. Il ne s'agit pas du même modèle que l'épicerie classique pour deux raisons. D'abord, c'est un commerce qui est franchisé, ce n'est pas un commerce indépendant. Ensuite, c'est un commerce qui est accessible en voiture. C'est un commerce qui privilégie la mobilité automobile, ce qui se voit très bien puisque le commerce se situe au milieu d'un immense parking. Donc ça montre cette mutation de ce commerce. À titre d'exemple, un responsable de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ain m'avait affirmé, je le cite, « Le commerce de proximité, mais ça ne veut plus rien dire du tout. Moi, j'habite à 1 km du carrefour, c'est ça, mon commerce de proximité. » Cette citation, je la trouve loin d'être anodine, je la trouve très intéressante parce qu'elle fait appel à la représentation de la proximité. Elle amène à interroger cette notion même de commerce de proximité et à montrer que la proximité, c'est pas seulement la distance, c'est aussi la représentation qu'on peut en avoir. Or, les commerces aujourd'hui jouent sur cette représentation de la proximité pour attirer des clients. C'est notamment ce qu'ont montré les travaux de Nicolas Lebrun, qui a travaillé sur ces commerces, et qui montre bien qu'à travers le titre même de ce commerce, le proxy, on cherche à créer ce sentiment de proximité. On pourrait donc affirmer qu'il s'agit moins d'une disparition des commerces de proximité que d'une mutation. Et finalement, pourquoi pas ? Pourquoi pas favoriser cette mutation et cette agglomération des commerces. Pourquoi ? Parce que cette agglomération, elle est excluante. Elle est excluante à deux titres. D'une part, elle exclut une partie de la population, mais aussi elle exclut une partie des territoires. Elle exclut une partie de la population parce que cette augmentation de la distance à parcourir entre le lieu d'habitation et le lieu de commerce, elle est absolument indolore pour des personnes
très mobiles. En revanche, elle peut s'avérer dramatique pour des personnes qui sont très peu mobiles. On pense évidemment aux personnes âgées dans les territoires les plus ruraux qui se retrouvent parfois isolées du commerce, avec une question de genre assez prégnante, puisque ce sont souvent des femmes âgées dont le mari était l'unique détenteur du permis de conduire qui se retrouvent très isolées vis-à-vis de l'approvisionnement alimentaire. On pense aussi évidemment à la difficulté de la conduite, et une femme de 90 ans m'expliquait notamment qu'elle ne voyait quasiment plus, mais qu'elle était obligée de conduire, je la cite, parce qu'il faut bien que je mange, et donc elle longeait les arbres le long de la route pour se rendre jusqu'au supermarché, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc non seulement certaines personnes subissent ces fermetures, mais certains territoires aussi, avec une relation systémique entre la rue et le commerce, qu'ont très bien montré les travaux de Vincent Chabot, par exemple, en sociologie, qui explique que sans commerce, il ne peut pas y avoir de piétons dans les rues, et en même temps, sans piétons dans les rues, on ne peut pas non plus avoir de commerce viable qui se développe. Face à l'isolement de certaines populations et de certains territoires, des réponses spontanées s'organisent. Et ces réponses, on observe qu'elles sont souvent informelles. Alors on en a deux formes. On a à la fois d'anciennes formes qui vont se maintenir, mais aussi de nouvelles formes qui vont apparaître. Ces anciennes formes, elles sont très connues. Ce sont les dépôts de pain, par exemple, qu'on observe, qui sont très souvent informels et qui permettent aux personnes âgées de s'approvisionner. Ce sont aussi les commerces multiservices. Par exemple, sur la commune de Beaupont, on observait une boulangerie, pâtisserie, bar, restaurant avec un rayon épicerie. Donc on avait vraiment cette idée de service offert aux citoyens. Et dans tous les entretiens que j'ai pu mener avec les commerçants, le terme de dépannage apparaissait constamment. Ce terme de dépannage, il est vraiment à interroger, et il nous interroge parce que normalement, un commerçant, ça a une logique de rentabilité. Et ici, dans ce terme de dépannage, on a bien cette logique de service davantage que de rentabilité. Donc, à côté de ces formes classiques de commerce rural, j'ai aussi observé une variété d'innovations commerciales pour répondre aux spécificités du milieu rural. Par exemple, les distributeurs, des distributeurs de pain, des distributeurs d'œufs, des distributeurs de lait qui se multiplient dans le milieu rural, mais aussi des tournées. Des tournées avec cette idée que si le client ne peut pas se déplacer jusqu'au commerce, potentiellement le commerce peut se déplacer jusqu'au client. Alors ces tournées, elles ne sont pas nouvelles, elles ne constituent pas des innovations dans le milieu rural, elles existent au moins depuis le XIVe siècle. Toutefois, on observe aujourd'hui qu'elles sont réinvesties et que des investisseurs vont créer de nouvelles tournées commerciales avec par exemple un épicier qui avait jusqu'à 200 clients sur sa tournée dans des hameaux notamment isolés. Donc ces réponses, elles sont souvent informelles puisqu'elles sont le résultat d'initiatives privées. De 2003 à 2007, par exemple, les commerçants itinérants avaient droit à une aide de l'État, notamment sur le carburant. Et quand j'interrogeais les différents commerçants à ce sujet, sur les 10 commerçants itinérants que j'ai rencontrés, seulement 2 avaient eu conscience, avaient connu en fait tout simplement cette aide qui leur était fournie. Et face à ma question de savoir l'aide éventuelle qu'un commerçant aurait pu recevoir, l'un d'entre eux m'a répondu, je le cite, « mais de l'aide de qui ?» Ce qui montre bien effectivement cette idée qu'un service est rendu et qu'il vient souvent d'une initiative privée. Ce qui amène à questionner l'existence et les perspectives de l'action publique, puisque cette action publique, elle existe, mais elle est difficile. L'idée même d'une action publique pour le commerce de proximité, elle est difficile, c'est presque un oxymore. Le commerce est un domaine fondamentalement libéral, il obéit à la loi de l'offre et de la demande, et on ne peut pas créer artificiellement de la demande. Donc ça invite à interroger cette action publique qui existe. De nombreuses actions ont été menées. Le programme Petites Villes de demain en est la preuve. Le fonds de soutien au commerce rural aussi, les zones de revitalisation rurale, le programme de reconquête des centres-bourgs et des centres-villes. Toutefois, très souvent, dans ces programmes, on questionne la place des petites communes, celles qui font moins de 2000 habitants, qui constituent 84% des communes françaises, mais qui invite à poser cette question, qui est celle de la répartition commerciale, puisqu'on ne peut pas avoir des commerces partout, et ça implique donc de réfléchir à différentes échelles. À titre d'exemple, dans une commune de 200 habitants, la mairie avait réussi à attirer un boulanger à travers donc une aide pour obtenir le local. Et le boulanger d'une commune voisine trouvait l'acte, je le cite, criminel, puisqu'il me disait que le maire ne pouvait pas ignorer que le boulanger aurait beaucoup de mal à tirer un revenu décent de cette boulangerie. Donc cette remarque, elle est évidemment à replacer dans le contexte, puisque la nouvelle boulangerie allait faire concurrence à la sienne, donc évidemment, ce n'est pas une opinion désintéressée. Toutefois, elle invite à considérer le point de vue des autorités, des clients, mais aussi des commerçants dans ces questions du commerce de proximité.
La question du commerce en milieu rural, elle implique donc aussi de considérer la concurrence commerciale et la notion de bassin de chalandise, c'est-à-dire qu'effectivement, si on implante 2 boulangeries en milieu rural très proches, il y aura une concurrence directe entre elles et ça risque d'être au contraire contre-productif. En conclusion, on peut établir plusieurs enjeux. Il s'agit d'abord d'assurer l'approvisionnement alimentaire des personnes les plus isolées, notamment à cause de cette mobilité automobile qui est de plus en plus privilégiée, mais aussi assurer l'attractivité des petits bourgs ruraux en soutenant les commerçants qui font cette attractivité. Il ne s'agit pas de retourner à une logique ancienne de maillage du territoire, il s'agit de s'adapter à un contexte nouveau et d'encourager et soutenir la créativité des commerçants de proximité pour accompagner sa mutation afin qu'elle ne soit pas trop excluante envers certains espaces, les communes les plus rurales, et envers certains individus, les personnes les plus âgées notamment. Je vous remercie. Merci à vous. Je vais donner la parole aux représentants de l'association des maires ruraux. Monsieur le vice-président. Oui, merci, monsieur le président. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, Louis Potrel, je suis maire de la commune de Le Ferré en Ille-et-Vilaine depuis... Comment ? Ah bon ? Depuis 2001 et vice-président de l'Association des maires ruraux de France depuis juin 2008. Et ma commune, donc, c'est une grande commune puisqu'elle fait 1692 hectares pour 732 habitants. C'est toujours important de parler de l'espace. Voilà. Alors, c'est un sujet ô combien important et je vous remercie de nous convier à ce temps d'échange, de travail, parce que, comme vous l'avez dit, les uns les autres, le commerce en milieu rural, c'est un vrai sujet et le commerce dans nos communes n'a jamais été aussi fragile, avec des risques de disparition d'un certain nombre de commerces, et on le voit bien par rapport au nombre de communes aujourd'hui qui se retrouvent sans commerce. Alors, Madame Massal, elle a dit quelque chose d'important. C'est vrai que les communes qui ont été labellisées petites villes de demain sont d'une autre strate, d'une autre taille que beaucoup d'autres communes rurales, et c'est ça qui rend complexe la chose. Le commerce en milieu rural, c'est le commerce, ça a été dit également, de proximité, vecteur de lien social, d'animation dans le centre-bourg, et quelque part, c'est un repère où on se confie, où on trouve, sur certains sujets, des réponses à nos questions. C'est là aussi qu'on s'intègre quand on arrive dans une commune, et donc, il a toute sa place. Alors, quand je parle du commerce en milieu rural, on parle bistrot, café, bar, restaurant, on parle des épiceries, boulangeries et la notion de multiservice également. Hein, j'étais la semaine dernière ici pour le colloque organisé par Bistrot et Café pour leur candidature à l'UNESCO pour préserver les différents bistrots et cafés que nous avons sur le territoire national, avec toutes les inquiétudes qui concernent leur pérennité. Par rapport à ce commerce rural, j'ai travaillé le dossier depuis le début de mandat avec la DGE, la Direction Générale des Entreprises, et je leur dis, à chaque fois, on dit souvent, il faut toujours sauver le dernier commerce. Alors pour moi, le plus important, c'est l'avant-dernier. Parce que quand on n'a plus qu'un commerce et qu'il ferme, c'est pratiquement fini. Et en avoir deux, ça crée des flux au niveau de la consommation. Et en général, quelqu'un qui vient dans un commerce a tendance à aller dans le deuxième. Dans le cadre des réflexions et des travaux avec la DGE, on a surtout travaillé la notion, l'objectif de pérenniser, de préserver les commerces. Dans nos communes, on a des commerces. Alors, avec un portage privé, très souvent un portage public avec la mairie,
qui est en pôle position, la mairie qui a racheté le commerce, le fonds pour rien du tout ou une bouchée de pain, qui a fait des travaux de réhabilitation, d'adaptation, de mise aux normes. Et globalement, ces travaux, alors je sais qu'en France, il n'y a pas une ruralité, il y a plusieurs ruralités, donc il y a des politiques territoriales qui peuvent être différentes, mais globalement, un maire, quand il a un projet d'acquisition, réhabilitation d'un commerce, au niveau des aides sur l'investissement, elles sont à un niveau qui permettent à la commune de porter le projet d'investissement. Globalement, c'est quelque chose qui fonctionne. C'est important de le dire. Le plus compliqué, c'est cette notion de fonctionnement. On fait comment pour, à la fin du mois, se dégager un salaire? Et quand je parle de salaire, je ne parle même pas du SMIC. Hein. Et donc, sur cette notion de revenu, de salaire mensuel, souvent, les 6 premiers mois, 12 premiers mois, voire un tout petit peu plus, les commerçants s'en sortent parce qu'il y a le complément de France Travail, l'ACRE. Et donc, l'indemnisation, entre guillemets, France Travail, permet, pendant un certain nombre de mois, d'avoir un salaire. Et donc, on pourrait penser que ça laisse du temps aux commerçants de se structurer, de s'organiser et de se faire connaître pour avoir le chiffre d'affaires nécessaire et réaliser la marge souhaitée pour se dégager un salaire. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Quand on regarde les actualités, notamment numériques, on constate souvent fermeture d'un commerce au bout de 6 mois, 1 an et demi après l'ouverture. Je pense qu'il y a un sujet, et c'est quelque chose que je porte. On parle souvent de la crise de la quarantaine, où on plaque son boulot, son job, pour faire autre chose, se faire plaisir, le rêve de sa vie. Et certains, ils se disent, ben voilà, j'en ai marre de mon boulot, ou je vais être licencié, je vais reprendre un commerce. En fin de compte, reprendre un commerce, ça suscite un certain nombre de compétences, des acquis, et c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Et je prends souvent l'exemple du bar-restaurant. Qu'est-ce qui compte? La première chose qui compte dans un bar-restaurant, eh ben, c'est quand on pousse la porte, d'avoir un sourire du patron ou de la patronne. Et je peux vous dire, c'est pas quelque chose qui est naturel. Donc il y a le sourire de l'entrée du client. Après, il y a le service au comptoir. S'il y a la partie restauration, il y a le serveur ou la serveuse qui propose la carte du jour, qui va proposer des plats, qui va être capable de répondre. Celui qui est en cuisine, qui doit cuisiner quelque chose qui va être apprécié. Et puis après, on paie l'addition. Et c'est aussi quelque chose qu'on va retenir de la manière qu'on règle ces repas et qu'on nous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Il y a également le problème de la marge par rapport aux achats. Nos commerçants ruraux ne sont pas en capacité de négocier des achats de masse. Donc bien souvent, ils bénéficient de tarifs d'achat assez élevés qui génèrent un certain niveau de prix de vente qui ne rend plus totalement attractif le commerce local. Et comme ils sont obligés de faire attention à ce prix de vente, donc ils rognent sur leur marge et ça met l'équilibre financier en difficulté. Donc avec la DGE, nous avons travaillé sur une structure qui s'appelle France Commerce Rural. Cette structure aurait pour objectif de travailler sur le recrutement des commerçants parce qu'il y a beaucoup trop d'échecs les 12 premiers mois. C'est un sujet. Je n'ai pas les statistiques, je vous le dis franchement, mais c'est un sujet. Alors, pour tout vous dire, au niveau de ma commune, j'ai 2 commerces qui sont côte-côte. Une boulangerie-pâtisserie, le fonds appartient au boulanger et les murs appartiennent à la famille de l'ancien boulanger. Voilà.
et à côté, mon bar-restaurant. Le bar-restaurant, mon prédécesseur l'avait acheté en 95-96, donc repris par la commune, qui a fait beaucoup de travaux, et on le loue, le bar, restaurant, café, plus à l'étage, l'ancien hôtel qui peut servir de logement, 380 € par mois. Donc, c'est pas cher. Sur les 380 € par mois, il y a environ 320 € versés par la Poste pour la gestion du point poste. Donc, ça fait un loyer net mensuel de 60 €. Donc, maire depuis 2001 à aujourd'hui, pour l'instant, j'ai eu, dans mes 25 ans de mairie, 14 ou 15 gérants. 14 ou 15 gérants. Alors, je peux vous dire, quand on est autour de la table pour l'entretien, ils sont sérieux, ils savent tout faire. Ils vont ouvrir, allez, je vais exagérer. 25 heures par jour. Presque, oui. Et puis, en fin de compte, au bout de 3 semaines, ça décline et puis ça part en vrille. La boulangerie, alors là, aujourd'hui, j'en ai un bon au niveau restauration qui est sérieux. Le problème, c'est qu'à la fin de son bail, il part en retraite et je sais que les ennuis vont revenir au galop. Et la boulangerie, j'ai appris fin novembre que le boulanger arrivait en fin de bail, donc il ne souhaitait pas continuer. Donc la boulangerie va fermer le 31 mars 2026. Il y aurait des besoins à faire dans les locaux, logement et dans la partie laboratoire, ce qu'on appelle le fournil de la boulangerie. La propriétaire ne veut pas vendre et considère qu'il ne faut pas faire de travaux. Donc nous, communes, on est totalement coincés. Les gens m'appellent pour me dire Louis, notre boulangerie est importante, il ne faut pas qu'elle ferme, il faut tout faire pour la sauver. Et je suis totalement coincé sur le sujet. Voilà. Je reste convaincu qu'il faut créer des passerelles, des ponts avec des acteurs plus importants du commerce. Alors ça peut vous choquer. Au niveau de France Commerce Rural, on a commencé à prendre des contacts avec la grande distribution pour que nos commerçants ruraux, locaux, puissent obtenir des prix qui correspondent aux centrales d'achat de la grande distribution. Voilà. Parce qu'on sait tous que si le prix d'achat est placé, est correct, ça va permettre aux commerçants de générer une marge un peu plus élevée. Voilà. Mais tout ça, c'est du théorique, hein. Donc, on réfléchit là-dessus. Et toujours avec la DGE, donc c'est un dispositif qui devrait être lancé dans les prochains jours, les prochaines semaines. Il y a Petite Ville de Demain qui a créé des commerces éphémères. Ça veut dire que la commune, des gens mettent des locaux à disposition pendant quelques semaines, quelques mois, souvent gracieusement ou pour une somme modique. Et donc l'idée, dans les communes de moins de 2000 habitants, qui auraient éventuellement des commerces, des locaux vacants, susceptibles d'accueillir un commerce, mettent pendant un certain nombre de semaines le commerce à disposition d'un porteur de projet pour essayer, pour tester. Voilà. Donc, moi, je sais que, par expérience, il ne faut jamais refuser d'éventuelles solutions. Donc, on va essayer la chose et on fera après l'analyse et les conclusions sur ce dispositif qui va s'appeler Madine locale. Voilà, tout simplement. Et pour les communes les plus petites de 1000 habitants. Toujours sur le commerce local, Madame Massal l'a dit également, il y a un certain nombre de solutions qui ont été trouvées à travers les distributeurs de pain, distributeurs de pizza, distributeurs de fruits et légumes. Donc, je dirais que ça permet de répondre à une demande. Donc, le lien social est moindre sur le sujet. Bon, voilà. Et puis, autre sujet qui est en lien avec le commerce local, on en parle très souvent, c'est le type de paiement. Et les espèces, ça reste encore quelque chose qui est apprécié sur nos territoires.
par nos personnes âgées, mais aussi par des plus jeunes. Et donc, comment fait-on aussi un retrait d'espèces à proximité pour pouvoir payer ses courses? Alors moi, j'ai travaillé avec des prestataires de distributeurs automatiques de billets et on arrive à des coûts de fonctionnement mensuels de 7 à 800 euros minimum en ayant négocié. Et moi, je vois pour ma commune, on va dire 800 euros par mois x 12, ça fait un billet de 10 000 euros. Financièrement, je ne suis pas capable d'assumer. Et deuxièmement, faire passer ça au Conseil, c'est mission impossible, même en faisant preuve de pédagogie et en argumentant la proposition. Mais il ne faut pas mettre de côté cette notion d'approvisionnement en espèces. Alors, je sais qu'il y a des fortes volontés de faire disparaître le paiement en espèces, mais il y a quand même des habitants, des personnes qui n'ont pas forcément toutes les solutions pour procéder aux actes de la vie courante, et les espèces, ça reste quand même un service que je pourrais dire de proximité. Voilà ce que je voulais dire rapidement et pour ne pas trop parler. Bien, moi je tiens à vous remercier. Merci pour vos propos. Effectivement, il y a un certain nombre de sujets que vous avez évoqués et qui a été évoqué aussi par Madame Massal, c'est le distributeur. Alors c'est vrai que le distributeur, ça rend service. Vous allez chercher votre baguette pas trop loin. Le vrai problème, c'est que, notamment pour les personnes âgées, c'est le manque de rencontres, le manque de discussion, le manque de dialogue. Et vous l'avez dit, le lien social, c'est super important pour la personne qui va voir son commerçant et qui, effectivement, comme vous l'avez dit, commerçant qui a le sourire, parce que ça, c'est aussi important. Et puis, elle papote un peu, ça c'est bien. Et je trouve que c'est un sujet important. Et moi, il y a un autre sujet que je ne sais pas si la Banque des Territoires l'abordera. C'est un sujet qui me paraît essentiel. C'est celui de l'accompagnement du porteur de projet. Dans mon département, avant que les régions prennent la compétence totale économique, c'était le département et on avait une agence de développement économique. Et comme vous le disiez, les 12 premiers mois, ça va. Parce qu'on n'a pas trop de charges, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela, on n'a pas de ça. Et je crois que le commerçant, j'étais fils de commerçant, hein, donc la problématique du professionnel dans son métier de la boucherie, comme l'était mon père, c'était pas d'avoir tous les matins à s'occuper d'un tas de paperasses qui effectivement le perturbait, lui prenait du temps. Et je crois que l'accompagnement qui se faisait par l'agence de développement économique, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une étude de marché, et il y avait un accompagnement après. Je crois que ça aussi, c'est très, très important. Parce que le commerce en milieu rural, c'est quelque chose pour moi de fondamental. Même si vous avez une économie florissante à travers l'industrie, une collectivité qui n'a plus de commerce, c'est une collectivité qui, effectivement, est triste. Voilà. Monsieur Gibert, je vous donne la parole au nom de... Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous remercie de me donner la parole. Je suis Frédéric Gibert. Je suis le responsable du programme Action Cœur de Ville et du plan commerce à la Banque des Territoires. Et j'ai l'honneur de représenter Antoine Saint-Oyen, directeur de la Banque des Territoires, qui a été un des 3 producteurs du rapport commerce de proximité en centre-ville et en quartier politique de la ville, qui a été rendu au mois de novembre au ministre. Par rapport à ce que nous avons entendu dans les 2 propos liminaires, il y a un mot qui n'a pas encore été exprimé quand on parle de commerce. Avant tout, le commerce s'adresse à des consommateurs. Aujourd'hui, à grands traits, les consommateurs réalisent 70% de leurs achats alimentaires dans les supermarchés. C'est certainement une des raisons pour lesquelles le groupe Intermarché, j'ai pas les statistiques pour les autres, mais aujourd'hui, le groupe Intermarché est présent tous les 10 km environ, 10 à 15 km environ. Les consommateurs aujourd'hui sont polyvalents. Ils font 70% de leurs achats alimentaires dans les supermarchés, mais ils réalisent environ 10 à 15% de leurs achats de façon numérique. Et j'imagine que vous, comme moi, vous avez réalisé une grande partie de vos achats de Noël en ligne le dimanche, qui est devenu la plus grosse journée d'achat en ligne. Donc, Madame Massal parlait tout à l'heure de mutation du commerce. Voilà, ce sont juste 2 données
qui donne une idée de la mutation du commerce en cours du fait des consommateurs, en premier lieu. Et donc, par soustraction, vous êtes arrivé au même calcul que moi, c'est-à-dire que le commerce de proximité représente environ 15% des achats en France. Quand on parle d'achat, on s'imagine des achats de biens. Or, il est constaté qu'aujourd'hui, quand on parle de commerce, en fait, à peu près la moitié de ce qu'on nomme le commerce, en fait, ce sont des achats de services. Alors, on s'en rend parfois compte, on s'en rend moins compte. Pour donner 2 exemples, quand vous rentrez dans une boutique de téléphonie, vous êtes attiré par l'achat d'un téléphone, mais en fait, qu'achetez-vous? Vous achetez un abonnement, c'est un service. Lorsqu'on rentre dans une boulangerie, de plus en plus, on achète un café, on achète un sandwich, qui est un service, c'est un produit qui est préparé, et de moins en moins, on achète sa baguette de pain ou le gâteau du dimanche. Donc, tous ces éléments mettent en évidence cette mutation du commerce. Et j'ai voulu commencer par là parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, voilà, le commerce répond aux attentes des consommateurs. Ces attentes évoluent. Et Madame Massal pointait à juste titre le sujet des personnes âgées, mais qui sont les plus grands consommateurs de services. Et la démographie française va faire en sorte que ce mouvement va s'amplifier. Et nous constatons aujourd'hui, ces éléments qui sont dans le rapport que j'ai amené ici, que je vous invite à parcourir si vous ne l'avez déjà fait, j'ai perdu le fil de mon idée. Cette question de service, oui, s'exprime par le fait que le commerce des centres-villes, de moins en moins des achats de biens et de plus en plus des achats liés à 2 domaines, enfin à 3 domaines. Le premier domaine, c'est la restauration. Le second domaine, c'est ce que les anglo-saxons appellent le wellness. Alors ça englobe toutes les activités de bien-être, de santé, de beauté. Et le troisième domaine, ce sont les activités de loisirs, avec le développement de lieux de loisirs. Alors dans les centres-villes, moins dans la ruralité, on trouve les escape games, toutes ces places de loisirs, les karaokés, etc. Mais on voit aussi en ruralité se développer, enfin en tout cas dans certains centres-bourgs, se développer ces activités de loisirs. On pourra discuter de ce panorama et de l'approfondir si vous le souhaitez. J'étais sensible aussi aux propos de M. Potrel de bien distinguer, quand on parle de commerce, bien distinguer la situation des centres-bourgs, qui sont plutôt les communes entre 2000 et 20 000 habitants, qui sont la destination du programme Petites Villes de demain, de la ruralité, donc communes de moins de 2000 habitants, où on est effectivement plutôt dans du commerce, si ce n'est de proximité, le terme a été utilisé tout à l'heure, du commerce de dépannage, par rapport aux autres modalités de commerce qui ont été évoquées. Et du coup, les problématiques ne sont plus les mêmes. Et on revient sur cette notion de lien social et d'activité multiservice qui permet d'assurer le revenu du commerçant. Une fois ces éléments de cadrage posés, le rapport, à travers différentes modalités, en fait, propose à la puissance publique d'intervenir sur 3 domaines, et 3 domaines qui sont complémentaires. L'intervention immobilière pour restructurer et redynamiser l'appareil commercial, c'est-à-dire élargir, agrandir les surfaces des commerces. Il y a une cinquantaine d'années, une boulangerie trouvait sa place dans 50 mètres carrés. Aujourd'hui, quand un boulanger souhaite s'installer, il est à la recherche de 120 mètres carrés environ, plus le laboratoire, de telle manière à pouvoir avoir une vitrine plus importante et pour exposer tout ce qui relève de l'ordre de la sandwicherie et des activités, de boire son café, de pouvoir se poser quelques minutes dans l'espace pour rechercher ce moment de convivialité partagé avec le commerçant ou avec d'autres clients. Le deuxième enjeu,
c'est l'enjeu de la gouvernance. Alors, derrière la gouvernance, il y a l'action de la puissance publique, des collectivités locales, des chambres consulaires, et l'interaction avec les commerçants. On en parlait avec les représentants de Ville-de-France lors du Salon des maires qui nous disaient, il y a une dizaine d'années ou il y a une vingtaine d'années, la question du commerce, c'est une action privée. Les maires ne s'intéressaient pas ou peu aux questions du commerce et en tout cas ne souhaitaient pas intervenir. Aujourd'hui, il n'y a pas un maire qui ne souhaite pas intervenir en matière de redynamisation commerciale sur ce territoire, et ne serait-ce que pour restaurer le lien entre la puissance publique et ses acteurs économiques. Et le troisième domaine, c'est celui auquel vous appeliez, Monsieur Longeot, c'est celui du soutien aux entrepreneurs. Les commerçants, mais comme les autres entrepreneurs, je ne fais pas de différence entre les commerçants, artisans ou créateurs d'entreprises sur d'autres fonctions, nécessitent d'être accompagnés. Alors on parle toujours du cap des 3 ans pour le maintien de l'activité. C'est vrai lorsqu'il s'agit d'entrepreneurs qui sont sérieux et qui vont bien tenir leur boutique. Après, on connaît aussi la fragilité des néo-commerçants qui ont été présentés par M. Potrel, avec un manque de professionnalisme, parfois de savoir-faire, parfois de compréhension des attentes des commerçants. Qui n'a pas constaté dans un centre-bourg ou dans un commerce rural que le commerçant fermait entre midi et 15h. Et quand on arrive un peu tardivement à 19h ou à 19h30, la boutique est en cours de ménage et on n'est pas très bien accueilli, alors que nombre de salariés quittent leur emploi à 18h, 19h et vont faire leurs courses de dépannage au dernier moment. Ce sont des choses qu'on constate, y compris dans les centres-villes d'Action Cœur de Ville, mais lorsque vous sortez du travail à 19h, c'est au supermarché que vous trouvez une réponse. Ce ne sont pas dans les commerces de proximité, en tout cas pas dans tous. Donc là, il y a aussi des questions de professionnalisme et d'adaptation des horaires d'ouverture aux besoins des consommateurs à mettre en place. Donc ces sujets immobiliers, gouvernance et soutien à l'entrepreneuriat, donc s'exprime après par un certain nombre de mesures qui ont été proposées dans le rapport, et un certain nombre de ces mesures sont développées directement par la Banque des Territoires. Je n'en citerai que 3 pour ne pas être trop long. Le premier, c'est la Banque des Territoires investit auprès d'acteurs privés, donc investit dans des foncières de redynamisation dont un certain nombre d'entre elles interviennent pour le maintien du premier ou du dernier commerce en zone rurale. Nous investissons aussi aux côtés d'agents économiques. Je pense au supermarché de proximité API, qui a développé une centaine de magasins en 3 ans, voilà, avec un concept spécifique à la ruralité. Sur le sujet de la gouvernance, la Banque des Territoires va reprendre là, à partir de début janvier, donc le cofinancement des postes de manager de commerce, poste qui avait été financé pendant la période du plan de relance, et donc là qui va reprendre pour les années 2026 et 2027 pour pérenniser les postes. Alors avec une nouveauté, c'est que on va financer des postes en création, mais aussi des postes en pérennisation, parce qu'on a vu qu'un certain nombre de postes de manager de commerce disparaissaient après des contrats courts dans les territoires. Sur ce volet gouvernance, la Banque des Territoires, à partir de septembre 2026, donc à partir du moment où les nouveaux exécutifs locaux seront mis en place, va développer une formation à destination des élus pour une meilleure compréhension des enjeux de la mutation du commerce, des phénomènes de mutation du commerce et des effets qu'ils provoquent sur l'appareil commercial. Parce que en France, il y a à peu près 60 millions de sélectionneurs pour l'équipe de France de football. Il y a autant de spécialistes de l'éducation, parce que nous avons plus ou moins tous des enfants, et à peu près autant de spécialistes du commerce. Pour autant, derrière, il y a tout un outillage technique avec les foncières, les managers, les outils juridiques, réglementaires et en matière de fiscalité, qui demandent aux collectivités de savoir manier avec efficacité ces dispositifs qui sont assez complexes. Et puis le dernier
domaine. Nous achevons actuellement donc le premier volet du programme Entreprendre au cœur des territoires, qui est un programme de soutien à l'entrepreneuriat qui ciblait les communes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Et là, au mois de décembre, nous allons lancer donc le deuxième volet de ce programme, Entreprendre au cœur des territoires numéro 2, qui va s'élargir aux villes Action Cœur de Ville, Petites Villes de demain, à la ruralité et aux zones de montagne pour accompagner les programmes France Ruralité et Montagne. Voilà, je ne vais pas être plus long et je me tiens à votre disposition pour les échanges sur les points qui ont été évoqués. Merci. Je vais donner la parole à Eric Gold. Merci, Président, Madame et Messieurs les intervenants. À quelques mois des élections municipales, les futurs candidats s'attellent à la construction de leur programme. Le maintien du commerce en centre-bourg demeure un enjeu majeur, alors même que le secteur connaît une profonde mutation avec la montée en puissance du e-commerce et la transformation des habitudes de consommation. Les maires doivent aussi composer avec l'implantation de commerces de même type, notamment dans la restauration rapide, sans toujours disposer des leviers nécessaires pour préserver la diversité de l'offre locale. Alors, comment le plan commerce de la Banque du Territoire prend-il en compte l'explosion du e-commerce ? Quelles solutions concrètes pour aider les commerçants de proximité à passer au numérique et à garder leur place néanmoins dans le centre-bourg ? Quelle articulation existe entre le plan commerce et le programme Petites Villes de demain ? Et comment ces deux dispositifs peuvent-ils se renforcer mutuellement pour donner aux élus des outils cohérents et efficaces ? Puis enfin, comment soutenir les maires qui veulent préserver la diversité commerciale et éviter la monoactivité, parfois résumée à l'image des rues kebab, et même quand on se trouve dans des milieux peu peuplés ? Et pour les communes encore plus rurales, quel est le bilan des opérations récentes comme 1000 cafés ou le plan France Ruralité ? Et quelles leçons tirer pour renforcer la vitalité économique et sociale des territoires les plus fragiles ? Merci. Merci pour ces questions. Je vais prendre un certain nombre de questions, puis vous répondrez globalement. Je donne la parole à Stéphane Demilly. Merci, Président, et merci aux intervenants pour leurs exposés respectifs. En tant que sénateur de la Somme, département qui compte des communes essentiellement rurales, il y en a 771 dans mon département, je ne peux pas m'empêcher de rappeler que chez nous, quand un commerce de proximité ferme, ce n'est pas seulement une vitrine qui s'éteint, c'est un morceau de vie qui disparaît et parfois même un dernier lieu où l'on échange autre chose que des SMS. Nous devons donc bien sûr soutenir le commerce de proximité, non pas comme un vestige du passé, mais comme une infrastructure essentielle de demain, parce que ce commerce crée du lien, ce fameux lien social qui, lui, n'est pas délocalisable. Vous l'avez très bien dit d'ailleurs, Monsieur Potrel, dans votre intervention, parce qu'il participe à la transition écologique en limitant les déplacements, et ça favorise les circuits courts, et Jean-François Longeau en a parlé également, et enfin parce qu'il donne une identité au territoire. Donc ça, c'est un vieux sujet, l'histoire des commerces locaux, et la solution réside probablement dans l'ambition des mesures à mettre en place, telles que développer des tiers-lieux, accompagner les commerces multiservices, moderniser les points de vente, soutenir les commerces, et puis bien sûr insister sur un certain nombre de critères auprès des commerçants. Vous avez parlé du sourire de la patronne et du patron, les prix, la qualité, les plages d'ouverture du commerce. Mais il y a un sujet que vous n'avez pas abordé, qui moi me paraît vraiment essentiel, c'est la responsabilisation des citoyens consommateurs. Monsieur Gibert, vous l'avez un peu esquissé quand vous avez abordé les commandes en ligne qui se font, alors que parfois on a le commerce au bout de la rue. Mais je voudrais vraiment insister sur ce point parce que ça me paraît important. Je me souviens, quand j'étais député, souvent des citoyens nous reprochaient, à nous les élus, la disparition d'un commerce, d'un café, moins 7000 par an, moins 7000 cafés par an. Ils nous reprochaient la disparition d'une boulangerie ou d'un petit point de vente. Mais c'était les premiers à aller faire les courses dans la ville où ils travaillent. Et donc, en sortant, ils s'arrêtaient sur la zone commerciale. Et donc, ils toisaient, entre guillemets, le petit commerce local qui s'était implanté, parfois même, d'ailleurs, avec les aides de la mairie et donc des aides de leurs impôts. Et donc, ma question... Voilà, donc ma vraie question, c'est comment, messieurs et madame, responsabiliser l'habitant à ce droit de, pardon d'être un peu brutal, à ce droit de vie ou de mort sur le commerce local. Moi, je me souviens d'une publicité qui avait été faite au niveau national où on disait « Vos emplettes font nos emplois ». Vos emplettes font nos emplois, c'est la chambre de commerce. Et donc, ça me paraît très important que vous puissiez travailler sur ce paradoxe intrapersonnel qui existe entre le citoyen qui dénonce la disparition d'un commerce et qui pousse des cris d'orfraie sur les réseaux sociaux en les reprochant d'ailleurs parfois aux élus municipaux,
et puis le consommateur qui il est, et qui parfois est le premier à planter une banderille dans le commerce existant. Merci. Je vais donner la parole à Nicole Bonnefoy. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec Louis-Jean de Nicolaï, nous avons dressé récemment un bilan plutôt positif du programme PVD, et notamment sur son volet vacances commerciales. Moi, je souhaiterais évoquer le rôle des épiceries sociales et solidaires, qui ont un rôle, je considère, de premier plan à jouer pour répondre à la précarité alimentaire. En lien avec les intercommunalités, les départements, je crois que nous avons quelque chose à créer pour répondre à la fois aux besoins de la population et aux besoins des débouchés de nos éleveurs et de nos agriculteurs. Tout le monde pourrait ainsi y trouver son compte. L'alimentation, j'en suis persuadée, est un levier essentiel pour reprendre pied dans un quotidien. L'alimentation représente également une porte d'entrée privilégiée pour l'insertion sociale. Donc j'aimerais connaître les expérimentations, et ça je m'adresse plutôt à madame, les expérimentations, si elle le sait, en cours, qui mobilisent les épiceries sociales et solidaires et qui sont couronnées de succès. Dans mon département, par exemple, en Charente, il y a une commune qui s'appelle Confolens, il y a une épicerie sociale et solidaire, et elle a réussi à mobiliser 52 familles sur 65 qui bénéficient des ressources de la Banque alimentaire d'Angoulême. Au-delà des bénéficiaires de l'aide alimentaire, il y a aussi, me semble-t-il, un écosystème à créer entre nos producteurs agricoles, qui sont très mal rémunérés par la grande distribution, et les commerces locaux. Alors, est-ce que vous avez étudié, dans le cadre de vos recherches, la possibilité de mobiliser les plans alimentaires territoriaux pour recréer des commerces en centre-ville et en centre-bourg? Je pensais tout à l'heure, en vous écoutant, à nos agriculteurs, nos producteurs locaux, et je pensais au Covid. Lorsque nous étions fermés chez nous, nous étions bien heureux d'aller chercher des paniers en proximité chez les producteurs locaux. Eux-mêmes, évidemment, se disant, puisqu'il nous fallait penser le monde de demain, peut-être que la consommation va changer sur le plan alimentaire en particulier. Or, lorsque le Covid est terminé, évidemment, tout le monde est retourné à son caddie. Par ailleurs, donc, je constate que des départements innovants comme la Dordogne ont développé des foncières pour soutenir l'installation de commerce. On sait, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ces foncières qui interviennent donc dans un contexte de carence de l'initiative privée et donc qui visent à acquérir ou à créer des locaux d'activité, parfois vacants, etc. Donc, que pensez-vous de ces initiatives volontaristes, aujourd'hui d'ailleurs recommandées dans le plan de redynamisation porté par le gouvernement? Pour ma part, et vous l'avez évoqué, moi je ne peux me résoudre à voir se multiplier des commerces tels que les supérettes autonomes du type Happy, qui sont en fait Carrefour ou Auchan à la campagne, et qui sont massivement soutenus par des subventions publiques. Je me dis, à quand Temu, Shein sur les places publiques? Donc, quelle est votre appréciation du développement de ce type de supérette, que pour ma part, je préfère voir un vrai commerce que ce type de supérette? Et dernière idée, peut-être, pour la Banque des Territoires, ne pourrait-on pas mobiliser l'épargne locale, puisqu'on sait qu'il y en a de l'épargne, et donc des citoyens dans nos communes, moi j'habite en rural, pour investir sur l'implantation de commerce ou d'activités commerciales rurales. Je pense que on parle d'aménagement du territoire. Et donc, ça en fait bien évidemment partie de l'aménagement. Donc, profiter de cette épargne locale qui existe et avec les politiques publiques, et de dire, si vous mobilisez votre épargne locale sur tel type de politique publique d'aménagement du territoire, et donc c'est une façon pour le citoyen de voir comment il utilisait son argent et de participer directement à cet aménagement du territoire. Voilà. Merci. Eh bien, on va prendre directement la suite. Hervé Gillet. Merci, Monsieur le Président. Ce sujet, il renvoie effectivement à une question d'organisation aussi territoriale. Donc, je souhaiterais, Monsieur le Vice-président, peut-être avoir votre niveau d'analyse, parce que la commune ne doit pas être désemparée en étant seule. Il peut y avoir même des mises en concurrence d'une commune à l'autre. Donc, le regard qui doit être porté à l'échelle d'une communauté de communes sur l'implantation de services et la consolidation des services sur un territoire est un regard qui est quand même important. Alors que ce soit à l'échelle des communautés de communes ou sur une organisation territoriale un peu plus vaste,
c'est aussi un vrai sujet. On ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Jean, et on sait que quand on crée de l'activité à côté d'activités concurrentes qui ne sont pas très éloignées, ça pose toujours question. Donc il faut aussi s'organiser à l'échelle des territoires. Peut-être que vous avez aussi une réflexion sur ce sujet. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la nécessité, on le voit bien, de développer une activité multiservice. On voit mal comment des activités uniquement centrées sur une production, comme par exemple une boulangerie, peut toujours arriver à s'en sortir. C'est compliqué quand même. Mais cette activité multiservice, est-ce qu'elle est encore bien structurée aujourd'hui, bien pensée et bien accompagnée? Une question peut-être d'ordre un petit peu plus général. Le troisième point que vous soulevez, qui est évidemment tout à fait juste, et puis l'intervention de Nicole, quelque part par rapport à API, vient mettre ces sujets-là en lumière, c'est comment on finance la masse salariale. API, bon, c'est un bag à l'eau, c'est de l'accès autonome, il n'y a personne, vous allez acheter, vous faites un code, vous présentez votre carte, et puis voilà. Donc, il n'y a pas de coût de masse salariale. Ce qui est intéressant, c'est quand même que le modèle semble arriver à tenir dans certaines communes, mais avec les défauts que Nicole a pu effectivement évoquer. Donc la solvabilisation est une question de fond. Et du coup, on se demande si on ne devrait pas aller vers un statut atypique, et il faut peut-être oser en politique en France, qui permettrait d'accompagner, de financer des personnes, même si elles ne peuvent pas se financer un équivalent temps plein, mais en complément de salaire, etc., pour trouver les modalités du maintien aussi d'une activité humaine qui va pouvoir aussi gérer. Et je pense que là, la boîte à outils est incomplète. À mon avis, on n'a pas été suffisamment loin pour réfléchir à ce niveau-là par rapport à cette question de la solvabilisation de l'emploi. Vous avez cité l'ACRE, qui est un bon dispositif au démarrage, mais une fois que l'ACRE, effectivement, n'intervient plus, et là, on revient en réalité, et que le modèle économique, à ce moment-là, s'affirme en tant que tel. Voilà ce que je souhaitais dire. Et puis, un petit message pour la Banque des Territoires. Je vous écoute toujours avec beaucoup d'intérêt, mais je découvre toujours des choses à Paris, et de temps en temps, j'aimerais bien les découvrir dans mon département. Si je vais encore donner la parole à deux intervenants, à Cédric Chevalier, puis après à Rémi Pointreau, et après vous répondrez, puis j'aurai encore 4 ou 5 demandes de parole. Merci, Président. Merci tout d'abord pour les différentes interventions. La base, quand même, pour un commerce, c'est qu'il soit rentable. Hein. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un, ou alors il ne faut pas qu'il soit commerçant, parce que si c'est pour perdre de l'argent, c'est pas la peine de le faire. D'autres savent très bien le faire, mais pas au niveau du commerce. À un moment donné, on se fait rattraper par la réalité. Donc ça pose quand même un premier sujet, c'est celui de la démographie. Parce que il faut, pour que le commerce fonctionne, faut que, je crois que c'est vous, madame, qui l'avez dit, il faut quand même des clients. Quand même. Donc à un moment donné, il faut y ait, un certain nombre de personnes. Deuxième élément, donc je laisse l'ouverture, mais je pense qu'il y a... Et puis il y a ruralité et ruralité, où on situe aussi le curseur en matière de ruralité. Le deuxième élément, c'est que, et ça a été rappelé par monsieur le vice-président, c'est sur la notion de... finalement, d'engagement des collectivités dans la prise des murs. Il y a un certain nombre d'ailleurs de dispositifs d'accompagnement. Je vois dans certaines de mes communes de la Marne, la commune a racheté l'ensemble des murs et loue très très peu cher pour permettre à des commerces de s'installer, de louer aussi avec l'hébergement. Ceci étant, on se retrouve toujours un peu rattrapé par la patrouille au niveau des charges fiscales. Salariale. Et je rejoins ce qui a été dit un peu par Rémi Gillet, mais à un moment donné, le coût salarial, il rattrape et il vient entamer cette rentabilité. Moi, je voudrais... donc, quelles approches on peut avoir d'un point de vue accompagnement fiscal pour redynamiser? Mais je pense que ce qui a été dit aussi sur l'aménagement du territoire, je pense que pour créer une zone de Saint-Landiche, ça renvoie à la notion de mobilité. Et donc, finalement, de l'aménagement du territoire, de savoir où on concentre parfois pour se dire, dans telle ou telle commune, on met tel ou tel service et on profite de la mobilité. Je voudrais donner deux exemples un peu contradictoires. La première, c'est qu'on voit de plus en plus de grandes enseignes faire des drives piétons dans les communes. Alors, tout à l'heure, c'était au travers de Casier, mais il y a des drives piétons. Donc, ce qui fait que ça pose aussi l'autre sujet derrière, d'équipement en matière de réseau, de fibres, pour permettre à une certaine population qui peut plus se déplacer. Alors, je pense que plus on va avancer dans le temps, moins les générations qui vont arriver connaissent Internet et l'utilisation d'Internet. Donc, il y a aussi cette notion d'aménagement. Et je voudrais donner un exemple très concret sur un autre sujet, c'est que parfois, c'est la collectivité qui prend le commerce en main. Et j'ai une commune dans la Marne qui s'appelle Germaine. Ils se sont créés carrément leur commerce et c'est l'ensemble des habitants
qui, à tour de rôle, tiennent le commerce et qui créent une dynamique. Donc, à un moment donné, aussi, il y a des initiatives qui viennent du territoire. On parlait de responsabilisation des clients, mais parfois, les habitants eux-mêmes se responsabilisent. Merci. La parole est à Rémy Pointreau. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour la présentation que vous avez faite. Oui, merci pour la présentation que vous avez effectuée. On a beaucoup travaillé au Sénat sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, et je rejoins un peu ce que disait notre collègue Demini sur la responsabilité des citoyens, mais aussi des élus. Parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans nos campagnes? Toutes les périphéries de villes ont installé des pharmacies, sans parler des grandes surfaces, des pharmacies, des boulangers, des bouchers, etc. Et tous ceux qui travaillent autour de ces villes et qui habitent dans nos campagnes, avant, ils allaient acheter leurs baguettes dans notre commune. Maintenant, ils la prennent en venant du travail. Et donc, ça enlève, bien évidemment, beaucoup de ventes pour nos commerces locaux. Et ça, c'est un travail qu'on aurait dû faire en collaboration avec les élus de nos grandes villes, parce qu'on voit bien que ça aspire quand même un certain nombre de commerces qui se ferment aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est que moi, j'ai l'expérience en tant que président de communauté de communes à l'époque où on pouvait cumuler. Maintenant, c'est plus possible, mais où on a fait des expériences où, comme on avait la compétence économique, on a racheté des commerces. Alors, c'était une épicerie, boucherie, parce que il partait en retraite. L'autre, c'était un ancien restaurant. L'autre, une boulangerie. Et chaque fois, on a fait des travaux, on a tout rénové, et puis après, on a mis en location. Et on s'aperçoit que quand on fait une location simple, ça ne fonctionne pas beaucoup. Enfin, en pourcentage, il y a peu de réussite, parce que les commerçants ne s'attachent pas finalement à leur commerce. Et on a de plus en plus ce qu'on appelle du tourisme commercial. C'est-à-dire qu'ils sont là aujourd'hui, mais comme ils ne payent qu'un loyer, ça ne les dérange pas de partir du jour au lendemain et puis de repartir dans une autre commune ou ailleurs. Et on a fait une expérience, nous, avec au lieu de faire une location-gérance, une location-vente. C'est-à-dire qu'on a proposé aux commerçants de s'installer, de lui faire payer un loyer qui correspondait à un remboursement d'emprunt et où il devient propriétaire. Il devient propriétaire à la fin au bout de 10 ans ou au bout de 12 ans en fonction du loyer qu'on lui a fait. Et là, finalement, ça a marché parce qu'il s'est senti intéressé. Il s'est approprié le commerce et il s'est dit, finalement, j'ai intérêt à rester parce qu'à la fin, je serai propriétaire de mon local et c'est comme ça que ça pourra marcher. Donc c'est une expérience, mais je voulais savoir si de votre côté, vous aviez pu travailler sur ce genre de projet. C'est une bonne idée. Je vais finir quand même, parce qu'il reste 3 personnes à intervenir. Je donne la parole à Jean-Claude Anglard. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs, pour vos interventions. Alors, beaucoup de choses ont été dites par les différents mes collègues sur les questions. Moi, j'avais 2 ou 3 questions. Un par rapport à ce que vous avez dit. Donc, moi, je suis de l'Aveyron, d'un département rural, n'est-ce pas, mais qui a essayé d'avoir des initiatives. Comme on est pauvre, on a des initiatives. Voilà, je le dis, parce que sur le DAB, quand on dit pas du DAB, moi, je pourrais vous raconter comment on a, avec la banque postale, avec la commission départementale de présence postale, remis des DAB à un certain nombre d'endroits. Voilà, et comment on a convaincu une grande banque, pour ne pas citer le Crédit Agricole, de ne pas fermer là où ils voulaient fermer les DAB. Bon, mais ça, c'est une expérience locale. Parce que je reconnais que l'utilité des DAB, et voilà, il faut, à un certain territoire, des DAB. Ma question était sur les compétences, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que la proximité, vous l'avez dit, c'est essentiel. C'est essentiel. Et donc, par rapport aux compétences, vous savez, il y a des lois, n'est-ce pas, qui ont donné des compétences exclusives aux uns et aux autres. Alors moi, je voulais avoir votre retour sur le fait que quand on parle de la compétence économie, par exemple, on a dit c'est les régions et les communautés de communes. Est-ce que d'après vous, c'est approprié? Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, le département, la commune et une part de compétence? C'est votre point de vue que je voudrais avoir. Deuxièmement, sur ce qu'a dit le président, sur l'accompagnement des porteurs de projets, qui est essentiel, comme on sait le faire en agriculture. Je rappelle qu'en agriculture, aucun agriculteur s'installe s'il n'a pas un accompagnement.
Je le dis parce que c'est des modèles qu'il faut regarder et qui sont très importants. Donc ma question, elle est, est-ce que vous considérez que le rôle des chambres de commerce et chambres des métiers sont aujourd'hui remplissent complètement leur rôle, selon vous, ou est-ce qu'il faudrait revoir un certain nombre de choses? C'était les questions que je voulais vous poser. Et puis, Nicole Bonnefoy, qui a des origines aveyronaises, je le dis aussi, elle a parlé des PAT. Elle a parlé des PAT. Pour certains, les programmes alimentaires territoriaux, c'est l'alpha et l'oméga de certains. Mais les programmes alimentaires de territoire sont tournés vers les collectivités, les maisons de retraite, etc. C'est rapprocher finalement le local, le manger local du lieu. Donc, est-ce que sur ce sujet, vous avez pensé, comme on a pu penser, je pense à une autre expérience que vous allez vous partager, lorsqu'on a inventé le concept de marché de producteurs de pays. C'est l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture qui a mis ça en place. Elle est partie du marché. Et puis l'idée, sur les marchés de plein vent, on va dire comme ça, il faut favoriser les producteurs de pays. Et c'est donc un label qui est devenu national sur le sujet. Est-ce que vous avez réfléchi à ça par rapport au PAT? C'est vraiment ce que dit Nicole qui me fait penser. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Jean-Marc Delia. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Je voulais juste ce matin profiter de l'occasion de parler un peu d'expérience qui se passe aussi sur ma commune et la difficulté de maintenir le commerce de proximité, comme vous l'avez évoqué, puisque le commerce, c'est en plus d'un commerce, c'est de l'attractivité dans le village. C'est du service, c'est du lien social, c'est un tout. Et c'est lorsque le commerce ferme que, j'allais dire, patatras, tout le monde est en difficulté, notamment en premier lieu les habitants. C'est vrai que, aussi en tant que fils commerçant, Monsieur le Président, le commerce, quelque part, c'est la rentabilité, c'est de la concurrence. Les pouvoirs publics s'en occupaient pas, entre guillemets. Hein. J'allais dire, ça vivait. Très simplement, et tout le monde était content. Et là, on s'aperçoit que si les pouvoirs publics ne mettent pas, la main à la pâte, les difficultés s'enchaînent. On parle de services aussi. Hein, quand une pharmacie ferme ou quand un médecin s'en va aussi, c'est un tout. Et c'est comme les maisons de santé. Les pouvoirs publics ont été obligés de s'y mettre parce que, pareil, le médecin avant s'installer, personne ne s'en occupait. Mais au bout d'un moment, des certifications médicales, il a fallu qu'on mette en place des dispositifs. Et là, en fait, on s'aperçoit que le commerce dont on parle en milieu rural, c'est plus un commerce. Vous avez parlé de mutation, et c'est une réalité, c'est un service. Et ce service, il disparaît. Donc, moi, je voulais vous interroger sur savoir quel est, par rapport à l'expérience que vous avez menée de terrain, quel est le modèle qui est le plus attractif et qui... Alors, je pense qu'il y en a plusieurs, hein, puisque notre territoire est assez vaste et il y a certains modèles qui peuvent s'adapter à certains territoires et pas d'autres. Quel est le modèle le plus attractif, le modèle qui vous semble le plus innovant pour remettre ces services en milieu rural? Et je voulais parler juste d'une épicerie bio qui s'est installée dans mon village avec une petite bistroterie. Et au-delà de cette bistroterie, ils ont mis aussi des casiers justement pour que les personnes qui arrivent tard le soir, c'est vrai qu'en milieu rural, souvent les actifs travaillent et rentrent un peu plus tard le soir, puissent retrouver les repas qui n'ont pas été tous vendus le midi et pouvoir les récupérer le soir, par exemple. Voilà, c'était juste savoir si, dans votre expérience, vous avez des modèles qui peuvent se reporter sur une autre partie du territoire. Et vous l'avez dit au niveau de la Banque des Territoires, c'est vrai que les managers de commerce, c'est bien, mais dans les petites communes, on n'est pas tous dotés de managers. Et c'est vrai qu'on peut voir à l'échelle intercommunale s'il y a la possibilité peut-être de se dire, voilà, au niveau de l'interco, dans chaque commune, ouvrir au moins un espace, que chaque commune puisse doter un espace pour ouvrir un café. Et à ce moment-là, qui tient le café? Parce que comme vous l'avez dit, le commerce tient souvent à celui qui tient le commerce. Et c'est une formation, on ne s'improvise pas commerçant, et il faut peut-être qu'à l'échelle peut-être intercommunale, se doter d'une équipe qui est en capacité de faire des achats groupés et peut-être de maintenir ces commerces, ou au moins ces points de service, en fait, dans ces territoires. Merci. Je vais donner la parole à Sébastien Fagna. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci aux trois intervenants. Pour les présentations faites et notamment les mutations sur le commerce rural, puisque plus qu'une disparition, c'est un remplacement qui s'opère après le mouvement en effet d'implantation périphérique des années 80-90. Aujourd'hui, on le voit être supplanté par
tout un maillage de distributeurs, et cela a été évoqué, hein, pain, légumes et autres, sans compter les pizzas, et autres types de produits qui, s'ils viennent compléter une offre commerciale, occulte, comme cela a été évoqué à plusieurs reprises, une dimension fondamentale du commerce de proximité qui est le lien social. Enfin, les études d'opinion fleurissent sur le fait que, notamment dans nombre de villages, l'isolement des personnes s'accroît de plus en plus et qu'il n'y a plus d'interaction sociale au quotidien. Et le commerce, aujourd'hui, évidemment, fait office, avant toute chose, en plus, bien sûr, et ça va de soi de sa mission économique originelle, du nécessaire lien social. Et les différentes approches qui ont été évoquées sont intéressantes, et notamment les actions multifactorielles. Dans le département de la Manche, des boulangeries ont pu renaître parce que l'opération, avec l'aide de la foncière régionale, était couplée à la rénovation du logement communal situé au-dessus. Donc ça permettait aussi de faire converger lieu de travail et lieu d'habitat. Donc c'est important aussi de pouvoir jouer sur ces déplacements pendulaires pour aussi rapprocher le lieu de travail, d'exercice de la profession du lieu de résidence. Et donc à ce titre, l'échelle communautaire est intéressante en cela qu'elle agit sur tout un bassin de vie et permet de conjuguer aussi bien l'action sur le commerce que sur l'habitat. Mais nous avons les uns et les autres, tous sans exception, évoqué les politiques incitatives. C'est vertueux, ça démontre ses effets, ses résultats dans nombre de départements, mais parfois ça peut s'apparenter au tonneau des Danaïdes si derrière il n'y a pas un volet de régulation, voire de coercition. Et ma question concerne le rôle des commissions départementales d'aménagement commercial, les CDAC. Aujourd'hui, elles ne concernent que les commerces de plus de 1000 mètres carrés. Elles peuvent être saisies facultativement par les élus lorsque ils souhaitent soumettre à l'examen de la CDAC un projet commercial. Est-ce que vous considérez qu'il nous faut renforcer le rôle régulateur des CDAC dans le cadre de grandes orientations d'aménagement commercial du territoire national? Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je vais donner la parole à nos invités. Et moi, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, qui pour moi est un sujet important, c'est l'apprentissage. Parce qu'on ne s'installe pas dans le commerce comme ça en disant tiens, le matin j'ouvre la porte, le soir je ferme la porte, je prends l'argent dans la caisse et tout va bien, il n'y a plus de problème. Et je pense que l'apprentissage est un vrai problème, la formation. Moi j'ai discuté avec le centre de formation de la boulangerie qui effectivement ont quand même aujourd'hui un peu moins de candidats à l'apprentissage et donc s'il y a moins de professionnels, il y a moins de gens qui viennent s'installer sur nos territoires. Voilà, je vous cède la parole, je ne sais pas qui commence. Allez-y. Alors, je vous remercie. Je peux peut-être commencer par la question qui m'a été adressée directement sur les épiceries sociales et solidaires. Je vous remercie beaucoup de la poser. Alors, je serai en peine de vous répondre personnellement puisque mes recherches ne concernaient pas directement ce thème. Toutefois, c'est Anne Lascaux notamment qui a mené des recherches sur ce thème, toujours au laboratoire d'études rurales. Et elle travaille beaucoup, donc elle travaille d'ailleurs au présent, sur la région du Bordelais. Et effectivement, vous avez raison de souligner le fait que ce sont des projets magnifiques. D'abord, ce sont de très très beaux projets. Et se pose en fait la question de la réalité concrète de ce succès derrière un projet qui effectivement est très beau. Et ce qu'elle montre dans ses recherches, c'est en fait ce que disait aussi l'un d'entre vous, c'est-à-dire que tout dépend de la mobilisation des citoyens. En réalité, tout dépend aussi de deux choses. D'une part, la volonté des citoyens de soutenir ce projet, mais aussi la visibilité du commerce qui va être centrale, c'est-à-dire le fait de rendre visible ce commerce à l'échelle du bassin de Chalandise pour que les gens puissent y accéder et aient connaissance du projet. Donc vraiment le fait de pouvoir rendre visible ce projet, cette question de la visibilité, c'est celle qui se posait aussi, que vous étiez plusieurs à souligner, concernant l'existence des programmes et notamment le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre d'agriculture, qui est effectivement une question importante, la question d'un jeu d'acteurs qui est complexe en fait autour de ce commerce. Et je pense effectivement
qu'il y a une question de visibilité des actions qui sont déjà en place, en fait, qui est à soulever ici, puisqu'effectivement, certains commerçants n'avaient même pas connaissance des programmes qui étaient déjà en place, et donc essayer, d'autant que, comme ça a été très bien souligné par Monsieur Potrel, ce sont très souvent les maires qui sont à l'initiative et qui sont porteurs de ce commerce rural. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Essayer, je ne sais pas, d'imaginer peut-être une feuille de route ou un guide pour aider justement tous ces maires qui parfois se retrouvent démunis face au maintien d'un dernier commerce ou à la création d'un commerce sur leur commune. Donc essayer effectivement de clarifier ce jeu d'acteurs, les actions déjà en place pour peut-être aider le maintien et l'implantation des nouveaux commerces, ce qui m'amène à distinguer les deux sujets, qui sont deux sujets qui ont été abordés ce matin et qui sont à mon sens à distinguer, le sujet du maintien des commerces existants et le sujet de la création. Le terme entrepreneur est beaucoup revenu ce matin, avec notamment cette question de la formation. Effectivement, il faut que ce soit des gens compétents, tout simplement, qui s'installent en milieu rural, mais aussi la question de savoir si on pourrait aussi aider ceux qui sont déjà en place et qui en fait vont vivre les différents villages. Donc cette question de distinguer à la fois ce qui relève de l'entrepreneuriat et ce qui relève du maintien des commerces en milieu rural. Ce qui m'amène à une autre question qui a été soulevée, qui était celle notamment des exemples que j'aurais pu voir qui étaient les plus réussis. Et je pense notamment à un projet qui était un peu un projet global à l'échelle d'une interco, donc d'une intercommunalité, qui était l'idée d'avoir un centre commerçant, mais vraiment pensé à l'échelle large, c'est-à-dire on avait à la fois restructuré un grand espace en parking pour vraiment favoriser cette mobilité automobile dont on a dit qu'elle était privilégiée aujourd'hui, et en même temps, donc il y avait un projet de restructuration de soutien à une boucherie dont l'ancien repreneur partait, et donc la mairie avait entièrement rénové les locaux pour installer un nouveau boucher qui avait été formé, etc., avec un soutien à la formation. Donc tout un très beau programme avec une nouvelle devanture, notamment, encore une fois, hein, ça rejoint cette idée de représentation, de visibilité pour le village aussi, ça donnait vraiment une belle publicité, et avec aussi cette idée de synergie que vous évoquiez aussi tout à l'heure, l'idée de dire que la boucherie va en fait aider à la survie de la boulangerie qui est à côté. Donc le fait de pouvoir accéder à ces commerces et d'avoir une synergie qui se crée entre ces différents commerces. Donc l'idée en fait de penser un petit centre commerçant à l'échelle d'une toute petite commune, hein, puisque de mémoire c'était 1900 habitants. Donc vous aviez un tout petit centre commerçant qui se créait, mais ça c'est vrai que c'était un beau projet où la mairie pour le coup avait vraiment avait vraiment porté donc ce projet de centralité commerçante. Et comme vous le disiez aussi, ça implique quelque part que les communes voisines renoncent elles-mêmes à cette centralité, parce que qui dit centralité dit périphérie, et donc effectivement vous avez forcément des communes à côté qui vont se retrouver en concurrence. Mais par contre, à l'échelle du bassin de vie, c'est vrai que ça donnait un petit centre commerçant rural. Je vous remercie. Merci, Monsieur Potrel. Oui, alors, je vous remercie de vos témoignages, de vos remarques et de vos questions. Du coup, j'ai abordé un certain nombre de sujets. Je pourrais peut-être vous choquer un peu, hein, donc je préfère vous prévenir à l'avance et ne m'en voulez pas. Alors, mes propos, c'est mon expérience personnelle, mon vécu, et je tiens à vous le faire savoir. Première chose, la vie de nos centres-bourgs, elle a changé, notamment au niveau de certains événements, et ces événements-là étaient générateurs de fréquentation du centre-bourg et des commerces. C'était la pratique religieuse. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit croyant ou pas croyant, il y avait la messe, et on faisait la tournée des cafés, et l'épicerie était dévalisée le samedi ou le dimanche. Et aujourd'hui, c'est devenu très très rare. Et du coup, il y a des gens qui n'ont plus l'occasion de venir, comme on disait dans le temps, au bourg. Et les femmes, elles n'allaient pas faire les courses, enfin par chez moi, elles allaient faire les commissions. Voilà. Et je peux vous dire, c'est pas anodin dans la fréquentation de nos commerces. Hein. Alors c'est une... Vous avez réveillé l'assistance.
Et on dit toujours que les sénateurs, sénatrices sont des sages. Deuxième chose, vous avez évoqué, vous avez été nombreux à évoquer la gouvernance de la compétence commerce du développement économique. Je vais vous dire, il s'est passé quelque chose de terrible le 7 août 2015, la fameuse loi NOTRe, où nous, on est passé d'une communauté de communes rurale, 8500 habitants, à une communauté d'agglomération de 55 000 habitants. Et je peux vous dire, on n'existe plus aujourd'hui pour des sujets, parce que là, on évoque des sujets de terrain très pragmatiques qui concernent les maires et les communes. Et quand on a un service développement économique dans notre agglomération, l'objectif, c'est de remplir les 2-3 grandes zones d'activité économique qui sont proches de la ville-centre. Mais les chargés de mission, quelquefois, ils ont du mal à localiser ma commune sur une carte. Il faut le savoir. Moi, je tiens à le dire parce que ce n'est pas du tout anodin. Et quand M. Gibert, il parle des managers du commerce, OK, mais ça concerne la ville-centre et les communes d'une certaine taille de population qu'en petite ville de demain. Nous, moi, si je vais taper à la porte de l'agglo, demander un manager du commerce, je vais me faire envoyer promener. Parce que l'agglomération va me dire, tu sais, Louis, si on commence par toi, on va devoir faire ça partout. Et budgétairement, c'est compliqué, ça ne rentre pas totalement dans nos compétences, ça reste du pouvoir de la commune, et c'est un sujet. Pour moi, c'est un sujet. Je voulais évoquer également, il y a quelqu'un qui a parlé, Chambre de commerce et d'industrie. On a supprimé les CCI locales. Il n'y en a plus qu'une par département. Bon, je peux vous dire, pour avoir un contact aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut le dire, c'est compliqué. Mais il y a eu des restrictions budgétaires, donc des effectifs qui ont diminué, et ils ont sans doute d'autres prérogatives que de s'occuper du dernier commerce ou de l'avant-dernier commerce dans les communes rurales. Il a été évoqué aussi la CDAC. Alors, je vais vous dire une chose, je vous en supplie, n'infligez pas un nouveau parcours du combattant au maire. On n'en peut plus de passer devant une forme de tribunal, de se justifier, de faire une étude qui va être considérée comme incomplète, va falloir en refaire une deuxième, et on finit par en crever et démoraliser les gens de bonne volonté. Hein, ça, il y a un ras-le-bol au niveau des normes, et on dit toujours qu'on va simplifier les normes, et en réalité, on les complexifie à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi. Je tiens à le dire parce que c'est vraiment important. Je voulais évoquer, oui, madame, alors c'est Nicole, bonne foi, ouais. Vous avez évoqué, et c'est une bonne idée, la notion de participation des habitants. Et quand vous avez dit ça, alors je souscris, mais le souci, c'est que dans nos communes rurales, on a souvent des niveaux de revenus médians beaucoup plus faibles. Donc on a des gens qui sont moins riches, un peu plus pauvres. Et on a des gens qui ont de l'argent. Et ces gens-là ont pour objectif de défiscaliser. Et quand, au niveau de l'habitat, du logement, quand les gens défiscalisent, ils ne défiscalisent pas sur nos territoires. Moi, je vois en Ille-et-Vilaine, ils vont sur Rennes et Saint-Métropole, Saint-Malo littoral ou le golfe du Morbihan, parce qu'au niveau habitat-logement, il y a des outils de défiscalisation qu'on n'a pas forcément en milieu rural. Ah non, mais je suis d'accord, c'est pour ça. C'est pour ça que je tenais à le dire, parce que oui, on a du potentiel pour être bénéficiaire sur un projet de commerce de disponibilité locale. Autre chose, et là je touche l'urbanisme et le fameux ZAN. Faisons attention,
avec le ZAN et l'ambition qui nous est demandée, nous les maires, de densifier en centre-bourg, centre-ville, un commerce qui est fermé depuis trop longtemps ou qui connaît beaucoup d'échecs, ça peut être tentant de le transformer en logement. Et quand on évoquait des foncières immobilières pour faire des commerces multiservices répondant aux nouveaux besoins, est-ce qu'on aura encore les mètres carrés disponibles pour les construire? Ah non, mais vous savez, au niveau de l'urbanisme, il est fait des organisations à l'échelle régionale, et c'est ceux qui consomment le plus vite qui pourront consommer. Il y a des communes qui ont besoin de 5 ans, 8 ans, 10 ans pour développer une zone d'habitat, par exemple. Et les règles avec alors en Bretagne, nous on a le MOS, le mode d'occupation des sols. Je vois bien que déjà les territoires les plus consommateurs, donc les plus attractifs, ont déjà dépassé leur quota. Donc ils vont aller prendre dans le quota des autres. Et Monsieur Cointreau, j'ai noté la règle domicile-travail. Vous avez entièrement raison, et vous avez évoqué l'installation de boulangeries, commerce, restauration, souvent en première couronne urbaine. C'est un vrai sujet. Le snacking fait beaucoup de mal aux restaurants. Et je vois le phénomène qui se développe un peu partout. Il faut qu'on soit vigilant. Et cette règle du domicile-travail, alors on en reparlera le prochain mandat 2026-2032 chez les maires et au niveau de l'éducation nationale, ça va être la scolarisation des enfants. Parce qu'on a des enfants qui sont scolarisés sur le trajet domicile-travail. Et il faut savoir que quand physiquement on n'a plus d'école sur sa commune, les parents ont totale liberté de mettre leurs enfants dans une commune. Et ça veut dire qu'on ne peut même pas orienter les enfants de nos communes vers la commune voisine. Donc les conséquences du comportement domicile-travail, c'est très important, et je pense qu'on en reparlera sur plusieurs thématiques. Voilà. Et également, quand on est une commune rurale, on n'a pas d'association commerciale, d'union de commerçants, comme peut l'avoir une ville ou une commune avec un certain nombre d'habitants. Donc, on n'a pas les outils pour l'animation commerciale. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est important. Parce que je suis convaincu que l'animation permet le soutien au commerce. Mais l'animation, il faut la structurer, il faut la financer. Et quand on l'a fait qu'avec un ou deux commerces, c'est extrêmement compliqué. Voilà rapidement, j'ai peut-être oublié des choses. Bien, merci. Monsieur Gibert. Oui. Alors, la Banque des Territoires est une direction, la direction territoriale de la Caisse des dépôts, et donc Caisse des dépôts qui est un établissement public administratif à caractère spécial, qui accompagne les politiques publiques et qui ne les fait pas, qui ne les décide pas. Donc moi je vais répondre un peu, pas à côté, mais en tout cas dans la mesure de nos responsabilités, sur les interrogations concernant la politique numérique ou la politique de consommation locale, sur laquelle on n'a pas vraiment de rôle, en tout cas on n'a pas de rôle d'impulsion sur ces sujets-là. Là, Serge Papin, le ministre du Commerce, s'est saisi suite au rapport d'un certain nombre d'initiatives sur ce sujet. Ouais. Par exemple, avec la mesure Made in Local ou les mesures de formation des consommateurs sur les questions du numérique. Là, on est dans le domaine des responsabilités du gouvernement. Concernant les foncières, la question qui a été posée sur la question de l'acquisition des locaux par les commerçants, ça, c'est un objectif des foncières.
que le commerçant, à terme, une fois que son affaire est bien développée, puisse acquérir les murs pour se constituer son capital. Et ce qui permet à la foncière de récupérer une mise qui permet après d'investir sur un autre local. C'est l'objectif. Aujourd'hui, les foncières ont commencé à être développées dans les années 2018-2020. Donc on a quelques locaux qui ont été vendus, mais très peu, parce qu'on n'est pas encore à la période dite de maturité immobilière, c'est-à-dire le cycle économique, et qui permet à ce jour à des commerçants d'acquérir. Mais je peux donner l'exemple d'une boucherie à Benay, en Vendée, où tout le dispositif d'acquisition du local, d'installation du commerçant a été conçu avec un plan d'affaires et une perspective de vente à terme aux commerçants en question. Donc là, on est bien dans ces logiques-là. Je vais m'inscrire un peu en nuance par rapport à ce que disait M. Potrel sur les managers de commerce. Il se trouve que la semaine dernière, la Banque des Territoires a développé une certification développement territorial option commerce qui est destinée aux managers de commerce. Et on était en jury de certification la semaine dernière. Donc j'ai passé un certain nombre de jurys avec des managers de commerce, ce qui m'a donné l'occasion de rencontrer la manageuse de commerce, parce que en fait, les managers de commerce sont surtout des femmes, hein. Mais la manager de commerce d'Argenton-sur-Creuse. En fait, elle est employée par la communauté de communes et elle intervient sur Argenton-sur-Creuse, qui est centre-bourg, petite ville de demain, mais également sur Aiguzon et sur Saint-Gautier. Donc elle a une fiche de poste où elle intervient sur 3 communes, dont 2 communes spécifiquement rurales. Donc il y a des solutions. Un autre exemple, au moment du plan de relance, c'était les CCI de l'Indre-et-Loire et de la Sarthe, si j'ai bonne mémoire, qui avaient organisé, en coopération avec les communautés de communes du territoire, en fait, des groupements de Comcom pour embaucher des managers de commerce, ce qui fait que l'ensemble du département était couvert par 4 ou 5 managers de commerce qui, du coup, pouvaient intervenir en zone rurale. Donc là, il y a bien une capacité d'initiative des territoires eux-mêmes à s'organiser pour trouver des ressources, parce qu'effectivement, on n'emploie pas dans une commune rurale un manager de commerce. Là, certaines l'ont essayé, on a vu qu'il n'y avait pas forcément de viabilité, qu'il faut trouver un niveau de bassin de consommation suffisamment important pour travailler la chose. Une dernière réaction, c'est sur la question des compétences. La plupart des communes ont conservé la compétence commerce de proximité, quand l'intercommunalité est la compétence développement économique. Donc ça suppose de travailler de concert. Et dans le cadre du rapport commerce, la quasi-totalité des associations d'élus qui ont été rencontrées ont demandé l'abaissement du seuil d'autorisation d'exploitation commerciale et surtout le transfert de la compétence d'autorisation à un seuil qui pourrait être situé à 400 mètres carrés ou à 600 mètres carrés au pouvoir du maire ou du président d'intercommunalité, et ça fait partie des propositions et des préconisations qui ont été formulées par les rapporteurs au gouvernement et aux législateurs de s'en saisir. Bien, merci. Et, pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Juste une chose sur les expérimentations. Donc, je disais, on accompagne les politiques publiques, mais ce qui amène la Banque des Territoires à accompagner un certain nombre d'expérimentations. Je crois qu'a été cité 1000 cafés tout à l'heure. Aujourd'hui, nous, la Banque des Territoires a une convention avec avec l'association 1000 cafés, dans le but de soutenir en ingénierie, c'est-à-dire en subvention et en accompagnement pour la réalisation. Mais on est sur des échelles modestes. On est sur une trentaine de structures au niveau national. Vous parliez tout à l'heure d'épiceries sociales et solidaires. On peut parler aussi de magasins de producteurs. On en voit émerger dans des communes, dans des centres-bourgs. On en accompagne, mais on en accompagne une dizaine par an. Et on est dans l'ordre du sur-mesure et de l'expérimental, et pas dans l'ordre de la massification. Bien, merci. Est-ce que les intervenants ont répondu à vos questions, ou si vous voulez les repréciser, allez-y. Bien, sinon, moi je tiens à vous remercier. Merci pour votre déplacement, merci pour ce débat.
effectivement, le commerce en milieu rural, c'est quelque chose qui est très important. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, les notions de chacune et chacun pour acheter, ça se passe effectivement le dimanche où on commande par Internet, je ne sais où, mais il faut quand même se rappeler, et je crois que Nicole Bonnefoy l'a dit, elle avait raison, sur le fait que pendant la Covid, eh bien, tout le monde était ravi d'avoir son petit commerce, et on avait l'impression que le commerce repartait, que c'était formidable. Et une fois que tout ça s'est arrêté, eh bien, on a repris nos mauvaises habitudes et d'ignorer. Et ça a été soulevé je crois, par Cédric, qu'effectivement, un commerçant, il est là pour aussi avoir des revenus et avoir un salaire. Et si effectivement, ça ne lui permet pas de dégager un salaire, eh bien, il arrête vite. Et ceux qui se plaignent de ne pas avoir un commerce, il faut aussi qu'ils pensent que de temps en temps, il faudrait y aller et que ce n'est pas uniquement du dépannage, comme vous l'avez dit, Madame Massal. Et en tous les cas, moi, je vous remercie pour cet échange et puis nous allons poursuivre nos travaux. Merci à vous trois.